pourrait dire d'abord que le cannabis est de loin la drogue la plus consommée en France. Si on exclut bien sûr les drogues licites que sont l'alcool et le tabac. 80% de la consommation de l'ensemble des drogues illicites est donc attribuée au cannabis. Ce qui fait à peu près 14 millions qui ont au moins consommé une fois du cannabis, 5 millions dans l'année, 1,5 million de consommateurs réguliers au moins une fois par mois, et ce qui pose problème, évidemment, 851 millions d'usagers quotidiens. Et parmi ceux-ci, on a à peu près 100 000 à 200 000 qui ont, et donc 50% d'adolescents là-dedans, qui ont un mésusage du cannabis. Alors, on reparlera de cette notion de mésusage qui a été introduite assez récemment par les Américains, qui est en fait l'addiction au cannabis. Mais ce terme de mésusage est intéressant à considérer, vous verrez pourquoi. Alors, un petit rappel que vous connaissez tous probablement, le cannabis est probablement une des plantes les plus anciennes domestiquées par l'homme. Il y a 3 variétés ou 3 espèces, les spécialistes ne sont pas tout à fait d'accord, le Cannabis sativa, indica et rudilaris. Donc il y a des feuilles mâles et femelles, et ce sont surtout les fleurs femelles qui sont qui contiennent le plus de produits actifs, de produits psychoactifs. Alors, toute la plante, à l'exception des racines, contient du THC. Alors le THC, probablement vous savez ce que c'est, mais c'est le tétrahydrocannabinol, qui est la substance psychoactive du cannabis. La marijuana étant constituée des fleurs séchées, et le hachis, c'est la résine de cannabis, et cette résine est collectée au bout de petits poils que vous voyez sur les bractées là-bas, et qui sont qu'on appelle des trichones. Et c'est dans ces trichones que se trouve une résine, et cette résine qu'on récolte pour faire le hachis, qui contient bien sûr beaucoup de THC. Alors, attendez, je n'ai pas sauté une diapo là. Non, d'accord. Alors, le cannabis a d'abord été utilisé bien sûr en agronomie, on le verra, mais aussi été utilisé par beaucoup de religions et de chamans pour éventuellement aller dans l'au-delà, contacter les esprits ou les dieux afin d'avoir des solutions thérapeutiques ou des solutions pour d'autres problèmes de la société. Alors, beaucoup de ces drogues, que ce soit les champignons magiques, le peyote, le cannabis, ont été utilisés par ces religions, et on peut avoir des indications qu'en Chine, le cannabis était qualifié dans le Shandong Banshou Jing, qui est en fait le plus vieux traité pharmaceutique du monde, comme libérateur du péché. Au Japon, les prêtres shintoïstes s'est éloigné le mal en agitant le gohei, qui est en fait une espèce de balai en fibre de chanvre, et ils mettent toujours d'ailleurs devant chez eux ce gohei, mais qui est bien sûr maintenant plus en fibre de chanvre. Dans le 4e livre des Védas, l'Artava Veda, il est écrit que le cannabis était une des 5 plantes sacrées et guérisseuses. Il est source de plaisir, de bonheur, et il est libérateur. Enfin, comme vous le savez, le mouvement Rastafari, Rasta, a créé en Jamaïque dans les années 30, utilise le cannabis comme une plante sacrée qui, selon eux, représente l'arbre de vie mentionné dans la Bible. Donc vous voyez qu'il y a un substrat très, très ancien et très important. Toutes les drogues ont été utilisées, comme je déjà dit, par les chamans, bien sûr. Ils sont toujours utilisés d'ailleurs par les chamans dans un certain nombre de sociétés pour aller contacter les esprits afin de trouver des solutions déjà thérapeutiques. Alors l'agriculture, l'industrie, c'est toute une histoire millénaire. Alors ça, c'est pas tout à fait dans le bon sens. Enfin, le cannabis sativa a toujours été appelé chanvre, depuis toujours. Mais depuis quelques années, une dizaine d'années, on essaye de garder le nom de chanvre à un cannabis sativa, une variété de cannabis sativa qui ne contient pratiquement plus de THC, 0,3%. Et donc, ce chanvre, à ce moment-là, est bien sûr cultivé, et bien sûr il est légal de le cultiver pour faire tout un tas de produits dont on verra quelques-uns au cours de ces exposés. Donc, c'est un peu un abus de langage parce que le chanvre, c'est le cannabis sativa. Mais maintenant, on distingue le cannabis dit récréatif ou thérapeutique d'ailleurs, en l'appelant cannabis sativa, et le chanvre comme molécule agronomique et industrielle. Alors,
Une des plus vieilles traces, oui, une des plus vieilles traces, il faudrait un S peut-être, de la fabrication de cordes de chanvre a été découverte à Taïwan, dans un site très très ancien qu'on estime à peu près à 10 000 à 3 000 ans avant Jésus-Christ. Donc vous voyez que déjà les cordes, il y avait des cordes en chanvre très très anciennes. Et bien sûr, une des fabrications emblématiques de chanvre, c'est le papier. Le papier de chanvre découvert en Chine par Ken Lun, qui était ministre de l'Agriculture, et qui aurait codifié la fabrication de ce papier, disons, autour de 220 après ou avant Jésus-Christ, ce n'est pas très très précis. Mais ça, c'est très important parce que le papier de chanvre a été encore fabriqué jusqu'au siècle dernier. Le papier était surtout fabriqué à partir de chanvre. Et ce qui est intéressant de constater, c'est que le papier n'est arrivé en Europe que très très tard. C'est dans environ 1650, à la bataille de Talas, où les Arabes ont fait prisonniers des papetiers chinois. Ils ont donc récupéré la technique de fabrication du papier. Et curieusement, le papier n'arrive dans le sud de la France qu'au XIIIe siècle. Donc vous voyez l'avance qu'avaient les Chinois sur cette fabrication et l'importance, bien sûr, du papier, de la fabrication du papier à partir de chanvre. Donc, depuis l'Antiquité, on l'a déjà dit, et jusqu'à très récemment, on fabriquait les voiles, les cordages, les filets de pêche, etc., en chanvre. Donc, c'est très important pour le commerce, bien sûr. On ne pourrait pas imaginer le commerce à voile, Venise même, sans ce chanvre. Peut-être l'homme aurait-il découvert une autre manière de faire des cordes, mais en tout cas, le chanvre est resté très, très important. Et bien sûr, vous connaissez peut-être la corderie royale de Rochefort, avec un bâtiment qui permet de faire des cordes de 200 mètres de long. Et bien sûr, on peut constater les navires de guerre, surtout à l'époque, consommaient énormément de cordage. Donc ça, c'était très important. Et il nous reste quelques vestiges de cette importance des cordes et du cannabis dans la fabrication de ces cordes et ces élingues et ces voiles, bien sûr par les noms de rues ou de villes. La Canebière, comme vous savez probablement, vient du provençal caneb, qui lui-même vient de cannabis, et il y a des givres comme Geneviève-sur-Marne qui attestent de l'importance de la culture de chanvre dans notre pays. Alors plus généralement, et pour terminer sur l'industrie de l'agriculture, vous voyez qu'on peut fabriquer énormément de choses à partir du chanvre. On peut fabriquer bien sûr des cordes, etc., mais aussi des vêtements. On peut fabriquer des isolants. On peut fabriquer bien sûr du biodiesel en chanvre, des huiles. On verra probablement des médicaments, des nourritures pour animaux. Et évidemment, chose qu'on sait très peu, du plastique. Donc on peut faire du plastique à partir du chanvre. Et je montre ici cette voiture qui s'appelle la M-Car. En anglais, M, c'est chanvre, c'est cannabis. Et c'est une voiture qui avait été fabriquée par Henry Ford, donc au début du siècle dernier, dans les années 30. Et cette voiture était entièrement en chanvre, presque entièrement en chanvre. En tout cas, la carrosserie était en plastique de chanvre. Elle fonctionnait au biodiesel de chanvre. Et bien sûr, il devait y avoir quelques éléments du moteur qui n'étaient pas fabriqués à partir de chanvre. Mais cette voiture n'a pas eu beaucoup de succès, alors qu'elle aurait pu en avoir, pour la raison suivante, c'est que dans les années 30, justement, des révolutions industrielles se sont produites qui ont fait que le chanvre a décliné énormément. Bien sûr, l'apparition du coton et sa culture mécanisée, qui produisait donc des fibres moins chères pour fabriquer les vêtements, la fabrication de fibres de nylon, à partir, bien sûr, de pétrole, à partir des années 30, par d'ailleurs le chimiste Dupont de Nemours, le déclin de la marine à voile, la fabrication du papier à partir de cellulose. Et enfin, cette fameuse Marijuana Tax Act, en 1937 aux États-Unis, qui taxait lourdement les transactions et la production même de chanvre. Alors c'est une histoire intéressante parce que cette Marijuana Tax Act a été promue par ce fameux Henry Anslinger, qui était bien sûr le chef du bureau des narcotiques et qui, lui, bien sûr, voulait éradiquer le trafic de cannabis à des fins récréatives, si on peut dire.
mais qui avait aussi des alliés très très puissants, comme William Randolph, donc Hearst, mania de la presse, mais aussi Dupont de Nemours, le fameux chimiste qui avait fabriqué les fibres de nylon. Et donc cette conjonction, ce petit trio, il y en avait d'autres d'ailleurs, bien s'est mis d'accord que bon, il était peut-être temps d'arrêter un peu ce chanvre qui faisait un peu de la concurrence aux nouveaux produits qui arrivaient. Et en même temps, bien sûr, l'officiel, c'était on lutte bien sûr contre le trafic de cannabis et l'utilisation de cannabis à des fins récréatives. Alors, cette marijuana et ses inventions industrielles ont fait bien sûr péricliter la culture de chanvre. La France était un des premiers producteurs de chanvre au XVIIe, avec 176 000 hectares cultivés en France. Et cette production s'est réduite énormément. Et en 60, il n'y avait pratiquement plus rien, 700 hectares. Et depuis les années 2000, les surfaces cultivées augmentent. Et ceci est une bonne chose parce que le chanvre est une plante très très intéressante d'un point de vue agronomique. C'est une plante qui est très très peu sensible aux insectes, aux nuisibles, très peu attaquée par les champignons, aux bactéries. Et c'est une plante qui a peu besoin d'eau, pas besoin d'eau, ou très peu d'eau, bien sûr, et qui produit bien sûr beaucoup d'oxygène à partir du CO2. Donc c'est une plante écologique et avec laquelle on peut faire énormément de choses. Alors passons maintenant à l'histoire du cannabis récréatif rapidement. Alors c'est toute une histoire et c'est toute une culture. Alors on ne sait pas d'ailleurs quand la consommation récréative de cannabis a débuté. Est-ce qu'elle a débuté en même temps que la fabrication du papier ou en même temps que l'utilisation à des fins religieuses du cannabis? On ne sait pas très bien. Ce qu'on sait, c'est qu'en Occident, en tout cas, le livre des merveilles de Marco Polo, le célèbre voyageur vénitien, a beaucoup fait pour populariser un personnage, Hassan ibn al-Sabah, je ne sais pas si je le dis bien, lié à l'utilisation du cannabis, qu'il décrit comme le vieil homme des montagnes. Alors ce personnage était très intéressant, il a eu un rôle très, très, très grand, et pour la raison suivante. Donc ce Hassan ibn al-Sabah avait fondé une branche armée d'une secte chiite, les Assassines, au XIIe siècle, dans les montagnes au niveau du nord de la Perse. Et les membres, il avait une branche armée de cette secte qu'on appelait les Fédaïnes. Et les Fédaïnes, vous voyez que le terme a été repris, bien sûr, par la Palestine, tristement d'actualité en ce moment. Et ces Fédaïnes commettaient des assassinats ciblés sous l'emprise du hashish. Ça, c'est un peu contesté par certains historiens. Mais voilà, c'est resté en tout cas dans la légende. Donc dès les croisades, le terme assassin désigne celui qui fait un crime prémédité et horrible. Il fut traduit par assassino en italien, puis par assassin en français. Donc vous voyez que l'histoire du cannabis est reliée à beaucoup de choses dans l'histoire des sociétés. Et bien sûr, on en arrive en France avec ce fameux club des hashichins. Et ce club des hashichins a été fondé par ce docteur, Jacques Moreau de Tours, qui avait découvert les effets psychotropes du cannabis en Orient. Et en retour, il a écrit un livre du hashish et de l'aliénation mentale, déjà en 1845. Donc il voulait faire partager son expérience avec d'autres personnes. Et avec Théophile Gautier, ils ont créé ce fameux club des Assassines en 1844. Donc ils organisaient des séances mensuelles de consommation de hashish appelées Fantasia. Aux séances, il y avait beaucoup de personnages très, très connus, que vous reconnaissez, Théophile Gautier, Baudelaire, Balzac, Nerval, Flaubert, Dumas, toute donc la société littéraire artistique de l'époque. Et on servait dans ces soirées une espèce de confiture qu'on appelait dawamesque. C'était une confiture verdâtre faite à partir de cannabis mixé avec un corps gras. Vous savez, on le verra tout à l'heure, que le cannabis, le THC en tout cas, est hydrophobe, donc il faut le dissoudre dans un corps gras. En général, c'était du beurre. On y ajoutait du miel, des amandes, des pistaches. Enfin, c'était une confiture assez chargée, j'ai l'impression,
en THC en tout cas. Et vous pouvez lire donc ce qu'écrivait Théophile Gautier, qui eut des hallucinations. Parce qu'on peut avoir des hallucinations avec du cannabis, mais il faut vraiment charger la mule, comme on dit, pour y arriver. Et donc, vous pouvez lire ça dans ces nouvelles. Mais certains, d'ailleurs, Baudelaire n'appréciait pas trop ces dégustations. Ensuite, on passe rapidement aux USA, parce que c'est là que tout part ensuite sur le plan mondial de la consommation de cannabis. Donc c'est les Mexicains qui ont emmené ça dans le sud des États-Unis, à la Nouvelle-Orléans, où les musiciens de jazz prisaient beaucoup l'utilisation de cannabis à des fins récréatives, et ils ignoraient un peu l'alcool et l'opium qui n'étaient pas très bons pour leur créativité artistique. Et par contre, la marijuana était bien pour eux, parce que la marijuana fait une espèce de décalage moteur et permet de faire un rythme assez particulier quand on joue du jazz sous l'emprise de cannabis. Et vous pouvez d'ailleurs encore écouter les hits mythiques de l'époque, un Muggles, qui est en fait le cannabis, le joint plutôt, en anglais, Funny Refair, etc., de Cab Calloway, et bien sûr tout un tas d'autres morceaux de jazz en référence donc au joint et au cannabis. D'ailleurs, Armstrong, dans ses mémoires, dit que c'était 1000 fois mieux que le whisky. C'est comme un assistant, un ami, une façon de bon marché de se saouler, si l'on peut dire. C'est bon, très bon même, contre l'asthme, ça. Et encore, on verra que c'est revenu plus tard. Donc ensuite, de la Nouvelle-Orléans, c'est passé à New York, où la Beat Generation et autour de l'Université Columbia ont été bien sûr des transmetteurs très importants de l'utilisation récréative de cannabis, avec les écrivains très connus, Ginsberg, Burroughs et Kerouac, bien sûr, qui étaient des gros consommateurs. Ils ne consommaient pas que ça, d'ailleurs, entre parenthèses. Puis après, la Beat Generation a disparu, les beatniks sont arrivés, les hippies qui ont pris le relais, mais tous fumaient abondamment. Et puis, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé dans les années 60, 68 en particulier, 67-68, c'est l'utilisation de marijuana, mais aussi de LSD d'ailleurs, dans des contestations politiques et des grandes manifestations aux États-Unis, le UNB In au Golden Gate à San Francisco, pour protester d'ailleurs contre l'interdiction de l'utilisation de la consommation de LSD, puis montrer Woodstock, etc. Et vous voyez qu'ici, les hippies étaient très pacifiques, parce que dans leur protestation, ils mettaient des fleurs dans les canons des fusils des policiers, qui est en fait une manière peut-être plus sophistiquée et plus agréable de faire de la contestation. Mais c'est vraiment à ce moment-là que c'est devenu un phénomène mondial. Et on n'a pas arrêté, d'ailleurs, le cannabis n'a pas arrêté de poser des problèmes au niveau mondial dans la société. Alors, bien sûr, il faut parler de la biologie du cannabis. Alors, c'est un problème intéressant parce que, justement, cette Marijuana Tax Act avait, bien sûr, mis des taxes sur la culture et l'industrie du cannabis, mais aussi, à Niger, avait interdit de faire de la recherche scientifique sur le cannabis aux États-Unis jusque dans les années 60. Et donc, la jeunesse fumait, mais les chercheurs ne cherchaient pas pourquoi ils fumaient et qu'est-ce que ça leur faisait de fumer. Et donc, il faut passer par Israël, justement, en 64, où Raphaël Mechoulam et Yigal Gaoni de l'Institut Weizmann ont commencé à s'intéresser au cannabis et essayer d'isoler les principes actifs psychotropes du cannabis. Alors c'est intéressant parce qu'on ne pouvait pas acheter le cannabis, et donc Mechoulam est allé régulièrement à la police qui lui fournissait le cannabis libanais, d'ailleurs, il est très bon, paraît-il, pour faire ses recherches. Il a eu beaucoup de chance, ce monsieur, parce qu'ensuite il a été financé par des sénateurs américains dont les enfants fumaient et qui se posaient pourquoi est-ce que c'était dangereux pour leur cerveau de fumer du cannabis. Et donc il a eu la marijuana de la police et l'argent des sénateurs américains. Donc c'était très bien pour lui. C'était aussi un excellent chimiste. C'est vraiment le pape du cannabis en chimie et en sciences. Et c'est lui qui a isolé ce fameux THC, le tétrahydrocannabinol.
mais aussi il a isolé le CBD, ou en tout cas donné la formule du CBD. Alors, très rapidement, le tétrahydrocannabinol, voilà, c'est ce produit, tout simple. Ce qui est intéressant de constater, c'est qu'il y a 20 ans, il y avait à peu près 5% de cette molécule dans les fleurs de cannabis. On arrive à 20 à 25% de nos jours. Donc, vous voyez que ce n'est pas du tout le même problème. Donc le problème évolue sans arrêt. Et c'est ça le problème avec les drogues, et le cannabis n'en fait pas exception, c'est que les choses évoluent de jour en jour, on peut dire. Et c'est vraiment un gros problème. Donc on arrive à des taux importants, on peut même arriver à des taux avec des huiles et des extraits encore plus importants. Et c'est là que, bien sûr, les problèmes se posent. Il faut noter que l'élimination, c'est un produit hydrophobe, et que l'élimination du corps du cannabis est très longue et peut prendre plusieurs jours. Le cannabidiol, donc le fameux CBD, qui est le deuxième composé actif, il y en a aussi beaucoup d'autres, mais on ne connaît pas très bien leurs propriétés, mais en tout cas le deuxième important, c'est le CBD. Il n'est pas psychoactif, et donc il n'est pas psychotrope, d'accord, il n'est pas addictif, rien, et il pourrait même atténuer un peu, il y a des études très, très sérieuses qui montrent que ce CBD interagit avec le récepteur du cannabis et donc pourrait atténuer les effets du cannabis. On lui attribue des propriétés antidouleurs, anxiolytiques, anti-inflammatoires, sédatives et antiépileptiques. On y reviendra rapidement. Par contre, il faut faire attention de ne pas trop en prendre parce que il peut, avec un T, excusez-moi, interférer avec beaucoup d'autres médicaments parce qu'il modifie le métabolisme d'autres médicaments. Le cannabis contient des produits volatiles, c'est pour ça que vous sentez quelqu'un qui fume du cannabis à côté de vous ou pas loin de vous. Il y a du myrcène, du limonène, etc. Et ce fameux cariophyllène époxyde, qui est celui qui est reconnu par les chiens, Alors, je disais que le problème de toutes les drogues, et notamment du cannabis, c'est que ça évolue tous les jours. Et en fait, à partir de ces molécules, on peut faire beaucoup d'autres molécules avec de la chimie assez simple. Et donc fabriquer des cannabis synthétiques, du THC synthétique. Et il y en a beaucoup qui circulent sur le marché, sur Internet, vous pouvez acheter ça comme vous voulez, et qui sont des produits très très dangereux parce que beaucoup plus actifs que le cannabis et que le THC lui-même. Donc, et bien sûr, la chimie étant assez simple, on peut fabriquer des produits, je ne dirais pas tous les jours, mais presque. Et bien sûr, la législation a du mal à suivre. Alors, une fois qu'il y avait un produit, bien sûr, actif sur le cerveau, le THC, la question évidente que tout le monde s'est posée ensuite, dans les années 60, c'est: y a-t-il un récepteur, y a-t-il quelque chose dans le cerveau, dans les synapses de nos neurones, qui reconnaît ce THC, un récepteur du THC? Donc c'est un Américain, Alison Howard, qui a découvert le premier récepteur du THC, le CB1, et après, on a aussi découvert le CB2. Alors quand on regarde le cerveau ici, ça c'est un cerveau de rat, mais qu'importe, je ne sais pas si on voit la pointe, là, non, on ne voit pas, bon, c'est pas grave. Donc vous voyez qu'à l'arrière du cerveau, c'est le cervelet, et plus c'est noir, plus il y a de récepteurs au cannabis, au THC. Donc vous voyez qu'il y en a beaucoup dans le cervelet, et vous savez que le cervelet est un endroit très important pour la locomotion et l'équilibre. Et donc évidemment, consommer du cannabis vous prépare à avoir des effets moteurs, et c'est pour ça que le cannabis est dangereux quand on conduit, parce qu'on a des défauts de coordination, des défauts de réaction, etc., à cause de ça. Ensuite, vous avez dans cette petite boule ici, c'est l'hippocampe, c'est le siège, enfin un des sièges, mais le siège principal, important, pour la mémoire. Et donc vous savez que consommer trop de cannabis influence sur la mémoire. Et enfin, dans cette zone, c'est la zone où il y a des récepteurs, enfin des neurones dopaminergiques, qui sont les neurones du plaisir. Donc vous voyez, équilibre, plaisir, mémoire. Donc vous voyez que rien qu'en regardant le cerveau et la quantité de récepteurs, on a déjà une petite idée des effets du cannabis. Alors une fois qu'on avait ce récepteur CB1 dans le cerveau, bien l'idée évidente, c'est on n'a pas un récepteur qui était sélectionné par l'évolution dans nos synapses simplement pour recueillir un jour du THC après avoir fumé du cannabis. Bon. C'est que probablement on a dans notre cerveau des substances qui ressemblent au THC et qui agissent sur ce CB1. C'est encore Mechoulam qui a été à la recherche de ce neurotransmetteur
endogènes, analogues un tout petit peu du THC, et qui agissent sur les récepteurs CB1 et CB2. Il les a trouvés, et ces deux composés donc, sont des composés normaux de notre cerveau, si on peut dire, endogènes, l'anandamine et le 2-acylglycérol. Anandamine viennent de ananda, qui veut dire béatitude, et amide, fonction chimique en sanskrit, et amide, qui est la fonction chimique de ce produit. Donc on a dans notre cerveau du cannabis endogène qui est très important pour justement réguler l'anxiété, les états de l'humeur et beaucoup d'autres propriétés. Donc on a un récepteur, on a des ligands endogènes, et que fait ce THC quand on en prend sur les fonctions cognitives et sur les fonctions cérébrales? Bon, tout le monde note évidemment une relaxation, une euphorie, un sentiment de bien-être initial, un effet positif sur l'éloquence et le besoin de parler, une altération des sens avec une sensibilité au son, et c'est vraiment pour ça, et au rythme accru, que les jazzmen utilisaient pas mal le cannabis, des flashs de lumière, une appréciation des distances modifiées, on l'a déjà dit, des hallucinations visuelles peuvent survenir si on en consomme trop. Et ce qu'on ne connaît pas nécessairement, et qui est très important sur le plan physiologique, une augmentation de l'appétit. On va y revenir un instant. Bon, un sentiment de rêve, de flou, de flottement, etc. Bon. Une attitude bienveillante, éventuellement amicale, une propension à faire des blagues, mais aussi d'autres effets plus délétères peuvent intervenir très rapidement après quelques prises de cannabis. Et des épisodes psychotiques peuvent survenir même après quelques prises sur un certain nombre d'individus ou après avoir pris une concentration trop importante de THC. Alors, prise de poids, appétit. Alors ça, c'est très important parce que c'est assez récent où on a découvert que ce récepteur CB1 est dans le cerveau. Mais il n'est pas que dans le cerveau. Il est dans le foie, il est dans le pancréas, il est dans les tissus adipeux, dans la graisse, etc. Et que fait ce récepteur CB1 ? Eh bien, il régule les fonctions homéostasiques de prise de poids et de métabolisme général du corps. Donc on a deux types d'individus, comme il est figuré ici. Je mange chaque fois que j'en ai l'occasion, ça donne le profil de gauche. Je mange quand j'ai faim, ça donne le profil de droite. Et en fait, le récepteur CB1, je n'ai pas le temps, bien sûr, de trop détailler, mais retenez que le récepteur CB1 est vraiment au cœur du réacteur pour contrôler cette homéostasie énergétique du corps. Alors, on en vient maintenant au danger d'une consommation excessive de cannabis, parce que c'est ça le problème. Alors, des effets psychosociaux que vous connaissez, effets négatifs sur la mémoire, on l'a déjà dit, l'attention, la motivation, des résultats scolaires, bien sûr, qui en général sont en baisse, si on en consomme trop, évidemment, des relations sociales et finalement une employabilité, surtout chez les jeunes, qui tentent à être délétères. Une santé mentale. Alors, chez les adolescents, et ça, c'est vraiment documenté par de nombreuses et très, très grandes études de cohorte, chez les adolescents, c'est très dangereux. Vous savez qu'à l'adolescence, le cerveau se remodèle complètement. Et ce n'est pas, bien sûr, le moment de prendre des drogues. Et malheureusement, souvent, c'est le cas. Et donc, une consommation excessive de cannabis, on risque, chez les jeunes notamment, de développer des épisodes psychotiques en aigu, mais finalement d'accroître la probabilité de développer une schizophrénie. Donc évidemment, ce n'est pas le cannabis ou l'excès de cannabis qui va provoquer la schizophrénie, mais cet excès peut entraîner une proportion plus grande de passer à la schizophrénie, alors que si on n'avait pas cette prise, on resterait peut-être inframinimal pour passer dans cette pathologie. Donc ça, c'est très important. Une baisse du QI, ça c'est bien documenté. Bien sûr, des risques d'accidents, automobiles notamment, ça on l'a déjà dit. Mais aussi des overdoses chez les enfants. Apparemment, un grand nombre d'urgences pédiatriques aux États-Unis sont dues à une consommation chez les enfants, très petits d'ailleurs des fois, qui consomment ce qu'ils trouvent bien sûr, et notamment peut-être des gâteaux contenant du cannabis ou autres produits. Donc ça c'est très important. Et évidemment, une dépendance, une addiction sur certains individus consommateurs excessifs. On y reviendra un tout petit peu à ça, bien sûr. Des dangers cardiovasculaires et aussi des dangers pour le fœtus de mères qui fumeraient trop de cannabis,
notamment, par exemple, bien documenté dans l'État du Colorado. Et bizarrement, de façon non expliquée, une augmentation du risque du cancer du testicule. Donc vous voyez qu'il y a quand même quelques dangers à un mésusage, on va y revenir, de la consommation excessive de cannabis. Conclusion, il faut le dire, le cannabis est une drogue. Ça, aucun médecin ou biologiste vous dira le contraire. Il peut conduire à un mésusage, qu'on peut appeler l'addiction, mais que le terme mésusage est introduit par les Américains qui maintenant ne parlent plus d'addiction, mais parlent de cannabis use disorder, qui parlent de cocaïne use disorder, qui parlent de alcool use disorder. Pourquoi ? Parce que on peut avoir un usage, pas un mésusage, un usage, je dirais pas normal, mais contrôlé d'une drogue. Je pense que ça nous arrive à tous de boire de l'alcool, de prendre un bon verre. Mais on va prendre un bon verre dans des circonstances particulières, un repas, une réunion, etc. Donc on fera un usage contrôlé, d'accord ? Et ça, bien sûr, heureusement, on ne va pas tous devenir alcooliques. Bon. Mais on aura un usage contrôlé, un usage, on dirait normal, entre parenthèses, d'alcool. Et c'est peut-être le cas, c'est sûrement le cas, et c'est le cas du cannabis. Certains vont fumer un joint par semaine, le samedi soir pour se détendre ou de façon récréative, etc. Et là, on parlera d'usage, comme pour l'alcool, de cannabis. Par contre, si on commence à faire un mésusage du cannabis, c'est-à-dire si on commence par exemple à fumer le matin, à fumer 3, 4 ou 5 joints dans la journée, là, on passe dans le mésusage du cannabis avec, bien sûr, les problèmes d'addiction. L'addiction au cannabis n'est vraiment pas très facile à contrôler. C'est très, très, très difficile. C'est aussi difficile, sinon plus difficile que le tabac, qui, comme vous le savez, est aussi difficile à contrôler. Il n'y a pas encore de médicaments pour essayer de traiter de façon médicamenteuse. On peut avoir, bien sûr, d'autres traitements psychologiques ou autres du cannabis, mais il n'y a pas encore de médicaments. Par contre, il y en a quelques-uns qui arrivent, et donc c'est un espoir qu'on trouve un jour un produit un peu comme la méthadone pour les opiacés qui peuvent traiter ces patients. Donc vous voyez que le nombre d'addictions au cannabis augmente en Europe, et c'est un problème. Donc qui va passer, c'est ça le problème, qui va passer d'un usage du cannabis ou d'un usage de l'alcool à un mésusage ? C'est la grande question, et c'est pas facile à répondre. C'est pas facile à répondre parce qu'on ne sait pas trop bien pourquoi certains vont tomber dans l'alcoolisme et d'autres pas. Alors, il y a les problèmes génétiques, mais aussi les problèmes environnementaux, c'est très compliqué. Donc, c'est très difficile, quand un jeune, éventuellement, commence à fumer, de savoir si, lui, il va avoir un usage contrôlé, si on peut dire, entre parenthèses, de cannabis, ou un mésusage du cannabis. Le cannabis thérapeutique. Alors, tout à l'heure, vous avez vu que Armstrong recommandait pour l'asthme. Et en fait, curieusement, les cigarettes au cannabis ont été vendues en France jusque dans les années 70, je pense. Ça s'appelait les cigarettes Grimaud, qui étaient vendues en pharmacie. Ma mère, qui était asthmatique, en a fumé, d'ailleurs. Je ne suis pas du tout sûr que c'était un usage thérapeutique bien efficace. Il faut peut-être penser le contraire, même. En tout cas, vous voyez que on ne fera pas l'historique de l'usage thérapeutique du cannabis, il y aurait beaucoup à dire. Mais on va revenir un peu ce qui sont les données actuelles, en tout cas. Les effets confirmés par des études cliniques sérieuses, c'est-à-dire des études cliniques importantes. Il n'y a malheureusement pas d'études de très très grande échelle. Pourquoi ? On reviendra, mais c'est parce que les études de grande échelle, les académiques ne peuvent pas les faire et l'industrie pharmaceutique qui aurait les moyens n'est pas intéressée. Donc il y a des études cliniques sérieuses, mais de petite ampleur. Quoi qu'il en soit, les effets positifs, si on peut dire, d'une utilisation d'un cannabis, bien sûr, régulé, sont des propriétés anti-vomitives, pour les patients d'ailleurs en chimiothérapie. Je me dirais qu'il y a d'autres drogues, mais en tout cas, ça peut être efficace. La stimulation de l'appétit, on a vu pourquoi tout à l'heure. Des propriétés antispasmodiques, notamment dans les spasmes de la sclérose en plaques.
et des propriétés antiépileptiques du CBD, cette fois-ci, et notamment dans des épilepsies réfractaires à d'autres traitements, chez les enfants, très très graves, notamment le syndrome de Dravet, mais aussi le syndrome de Lennox-Gastaut, qui sont des épilepsies d'enfants très très sévères, récurrentes. Il peut y avoir 10, 20, 30 crises dans la journée. Et le CBD aide à réduire le nombre de ces crises. Et ça, c'est bien documenté. Enfin, des douleurs chroniques neuropathiques. Donc, pour toutes ces indications, le CBD aide. Alors, bien sûr, ce n'est pas un médicament miracle. Hein, ça ne va pas réduire vos douleurs, etc. Ça ne va pas supprimer les épilepsies réfractaires, mais disons que ça va atténuer les symptômes. Alors, vous savez qu'il y a une expérimentation en France qui a débuté en 2021 sur 3000 patients, et justement, à peu près pour ces indications. Épilepsie, hein, donc on l'a déjà dit, douleurs cancéreuses, certains symptômes, manque d'appétit en oncologie, des crampes liées à la sclérose en plaques, des maladies neuropathiques, pharmacorésistantes, enfin, éventuellement, des soins palliatifs. Alors, bien sûr, on ne fait pas fumer les gens, hein, on donne des fleurs séchées, des huiles ou des comprimés. Alors, le rapport n'est pas encore complètement publié, mais bien sûr, des indications sont parvenues, notamment celui qui a supervisé cette étude de la NSM, Nicolas Autier, qui, dans le rapport, indiquera que les effets sont positifs pour ces pathologies, pas d'effets secondaires significatifs, pas d'effets addictifs. Bien sûr, avec une posologie, bien sûr contrôlée, il va de soi. 30% notamment des patients souffrant de douleurs chroniques réfractaires ont eu une amélioration de leur douleur, bien sûr pas une suppression. Donc on attend une décision éventuellement gouvernementale pour ces questions. Alors, faut-il légaliser le cannabis thérapeutique en France? Alors, les académies nationales de médecine et de pharmacie semblent opposées à cette légalisation, et un de ses membres, hein, Jean Constantin, très influent dans le domaine, a déclaré le cannabis c'est une drogue avérée et un mauvais médicament. Alors, il n'a pas complètement tort, c'est une drogue, c'est certain. Mauvais médicament, oui, bien sûr, c'est pas un médicament miracle, mais c'est un tout petit peu discutable, étant donné qu'il y a des gens qui sont soulagés pour un certain nombre de leurs pathologies et qui s'automédicalisent en allant chercher leur cannabis, vous, derrière la gare, à Montpellier, j'en sais rien, mais en tout cas, dans des endroits peu recommandables, ou par Internet, et qui, bien sûr, peuvent éventuellement faire une prise non contrôlée de ce cannabis. Alors, sera-t-on les derniers en France? Vous savez que la plupart des pays européens, je parle que de l'Europe ici, 21 sur 27 ont légalisé le cannabis thérapeutique, et qu'on attend en France une décision après cet essai qui semble donner des résultats positifs, même s'ils ne sont pas miraculeux. Légalisation du cannabis récréatif. Alors c'est beaucoup plus compliqué, la question est beaucoup plus compliquée bien sûr, et beaucoup plus problématique. Alors d'abord rappelons que le cannabis est le droit en France. Alors il y a une loi de 1970 qui est très sévère, une des plus sévères en Europe, sinon dans le monde, et qui punissait jusqu'en 2018 le simple fumeur pris dans la rue, d'une peine d'1 an de prison jusqu'à 10 ans d'une peine d'1 an jusqu'à 10 ans de prison, oui, de 3 750 € d'amende. Bien sûr, ce n'était jamais appliqué, comme vous pouvez l'imaginer. Donc depuis 2018, le fumeur de joint ordinaire est passible d'une amende de 200 €. Mais il y a très peu de recouvrement, parce que, bien sûr, les fumeurs n'ont pas d'argent sur eux, et pour recouvrer ça, bien sûr, il faudrait dépenser encore plus d'argent que ça ne rapporterait. Ensuite, bien sûr, on saisit beaucoup de cannabis, mais sur la quantité de cannabis qui rentre dans le territoire, c'est très peu de choses, 10 à 20%, dit-on. On ne connaît pas, bien sûr, le chiffre exact. Pourtant, le marché du cannabis fait vivre 200 000 personnes, ce qui n'est pas négligeable, pour un chiffre d'affaires estimé, bien sûr, à 3 milliards d'euros. Et juste dans le Midi Libre, il y a 2 jours, vous voyez, il y avait un petit article juste disant qu'on avait saisi 1 tonne de cannabis dans un camion en provenance de l'Espagne pour 2 millions d'euros. Bien sûr, c'est très bien, mais apparemment, c'est très très peu par rapport à ce qui rentre. Comment voulez-vous contrôler tous les camions, tous les containers qui rentrent dans ce pays? Donc c'est très très difficile.
non seulement, bien sûr, c'est difficile, mais la justice, et donc c'est assez sévère aussi, vient d'interdire le CBD au volant. Donc si vous prenez du CBD, vous pouvez être passible d'un retrait de permis de conduire. La Cour de cassation a rendu un arrêt en ce sens au mois de juin. Donc on a une loi, bien sûr, très très dure, qui pourrait se justifier éventuellement, qui pourrait se justifier si elle était, bien sûr, appliquée. Et comme on l'a déjà dit, mais on va éventuellement le redire, cette loi n'est pas appliquée. Elle n'est pas appliquée parce qu'elle n'est pas applicable. Je veux dire, ou alors il faudrait mettre tellement d'argent pour la faire appliquer que personne ne veut mettre cet argent. Alors, 2 problèmes majeurs sont à régler concernant le cannabis récréatif. La consommation addictive chez l'adolescent, donc on l'a dit, vu les problèmes très très graves chez l'adolescent, voire chez l'adulte évidemment, il y a des adultes aussi qui sont addicts au cannabis. Et vous voyez que la consommation chez les jeunes, 17-18 ans, est de 39% en France contre 19% en Allemagne. Donc on a vraiment un gros problème dans ce pays pour la consommation de drogue en général, mais en particulier de cannabis. Donc, premier problème à régler. Le deuxième problème, c'est le trafic et ses dérives violentes. Alors, on peut voir 2 solutions simples, il peut y en avoir d'autres, mais 2 solutions évidentes. Une répression efficace, donc c'est ce qui a été essayé. Alors, objectivement, tarir l'offre semble hors de portée de nos sociétés démocratiques, parce que, voilà, quand tout circule, etc., il faudrait tout contrôler, ce qui est absolument impossible. On peut le regretter, mais il faut admettre l'échec en la matière. La prohibition d'une drogue largement accessible ne marche pas. On l'a vu avec la prohibition de l'alcool. Une fois que le produit est sur le marché, c'est très très difficile, notamment bien entendu ceux qui sont addicts, mais pas seulement, d'arriver à la prohiber. Et puis les policiers eux-mêmes disent qu'ils n'ont pas le temps et les moyens de remonter les filières, et eux-mêmes se désespèrent souvent dans un certain nombre de forums de cette inefficacité. Voilà, une loi qui n'est pas applicable est une mauvaise loi, il faut bien se rendre compte. En plus, ça coûte très cher de suivre tout ce trafic. Alors, voilà, on peut être pour cette solution, mais elle est difficile à mettre en œuvre. La solution 2, c'est une légalisation associée à une politique de santé publique et d'information agressive. Alors, la légalisation permet, en théorie en tout cas, de contrôler la nature des produits consommés, parce que ça, c'est un gros problème, parce que si vous n'avez pas de légalisation et d'endroit où vous pouvez acheter vos produits, vous pouvez acheter n'importe quel produit dans la rue. Et comme on l'a vu, il y a des cannabis synthétiques, il y a tout un tas de cochonneries qui circulent, et c'est un peu dangereux pour les consommateurs. Et bien sûr, de réduire le trafic. Alors ça, on verra un exemple au Canada. Une petite santé publique, elle permettrait la légalisation, notamment en direction des jeunes, pour être plus efficace si elle était agressive, bien sûr. Elle semble fonctionner pour le tabac, où les jeunes semblent prendre un peu moins de tabac que leurs aînés. Donc, je vous laisse avec ces 2 solutions. Chacun se fera son idée, et chacun doit se faire son idée. Il n'y a pas quelqu'un qui, bien sûr, a imposé quoi que ce soit dans ce problème de société. Alors, voyons rapidement la légalisation dans le monde. Donc, devant ces politiques d'échec répressives, de nombreux États ont légalisé le cannabis récréatif. L'Uruguay fut le premier État, en 2013, suivi par plein d'États aux États-Unis. Le premier était le Colorado, mais maintenant, il y a tout un tas d'États qui le légalisent. Et le Canada, qui est intéressant, parce que c'est un pays démocratique, un peu comme nous, et qui l'a légalisé en 2018. L'Allemagne le légalisera en 2024 dans des social clubs. Alors chacun a sa méthode, bien sûr, de légalisation et de vente de ce cannabis. D'autres pays ont choisi de dépénaliser le cannabis, donc c'est-à-dire de ne pas donner d'amende, en tout cas aux fumeurs réguliers, petits fumeurs, petits consommateurs. Alors, juste une diapositive pour lancer éventuellement un débat sur cette partie. On peut lancer un débat sur beaucoup d'autres parties, bien sûr, comme vous voulez. En France, il paraît à l'actuel impossible pour les responsables politiques de légaliser le cannabis récréatif. C'est en effet difficile pour un législateur de légaliser une drogue. C'est vrai que ça paraît pas facile à passer, et on le comprend, bien sûr.
Le risque, en plus, dans notre pays, ce serait d'être traîné en justice à la suite des premiers accidents sanitaires ou de la route dus à une consommation excessive de cannabis. Et ça, on a un pays particulièrement accro à la juridiction et à la juridiction des problèmes de société, ce qui n'existe pas au Canada, par exemple. N'oublions pas qu'on a mis le principe de précaution est inscrit dans la Constitution. Donc, seule une décision collective de type référendaire pourrait le trancher. En fait, on ne peut pas faire de référendaire sur la question actuellement, peut-être que ça viendra dans les années qui viennent. Pour l'alcool et le tabac, aucun responsable n'a eu un jour à prendre la décision de signer une loi de dépénalisation ou de légalisation. Je pense que si on devait faire une loi pour légaliser, si on avait dû faire une loi pour légaliser l'alcool aujourd'hui, bien sûr, on ne le légaliserait pas. Donc, vous voyez que c'est un problème compliqué. Je pense que chacun peut avoir son avis et je pense que chacun doit avoir son avis sur la question, mais ce n'est pas un problème simple. Alors, juste pour terminer la dernière diapositive, alors, le Canada est un exemple, alors, il y a des exemples partout qui donnent à peu près les mêmes résultats. Le Québec, alors, vous savez que le Québec a légalisé en 2018, enfin le Canada, mais là c'est une étude récente, qui est d'ailleurs peut-être pas encore publiée, j'en sais rien, de l'Office français des drogues et des tendances addictives. Là on donne l'exemple du Québec. Alors qu'au Québec, on a vu après 2018 une consommation augmentée, vous voyez, de 14% à 19%, de consommation, disons, de cannabis au cours d'une année. Il semble que ça redescende, en tout cas on est sur un plateau, il semble que ça redescende un tout petit peu en ce moment. En tout cas, on a une augmentation ici de la consommation. Mais qui n'est pas dramatique, qui est un tout petit peu... bon. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde où ces utilisateurs vont chercher leur cannabis, ils vont le chercher dans la Société québécoise du cannabis, la SQDC, qui a des magasins et qui vend ce cannabis, bien sûr à des conditions, pas aux mineurs, etc., etc. Eh bien, on voit que, bien sûr, avant 2018, il n'y avait pas de vente, c'était zéro, et on voit qu'à peu près 70% de ce qui est consommé est acheté dans ces magasins. Donc c'est pas mal. Et on voit, quand on regarde les fournisseurs illégaux, que les fournisseurs illégaux, la fourniture illégale a chuté drastiquement entre 2018 et 2022. Ce qui semble assez positif, en tout cas, quelque chose qui est à peu près contrôlé. Voilà, donc vous avez tous les éléments, et si vous en voulez plus, vous pouvez lire cet ouvrage, et merci de vous être joints à cette conférence.